pêche, mais aussi à mieux contribuer à la conservation de nos lacs et de nos rivières. J'invite maintenant Mme Béatrix Bessner à venir prendre la parole. Donc, je ne sais pas si mes diapos sont là. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier les organisateurs, les organisatrices pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi toujours de parler à propos de ce que ma passion, qui est l'hymnologie. En fait, je l'appelle aussi l'écologie aquatique. Donc, je travaille beaucoup sur les interactions dans les milieux d'eau douce. Et c'est ça, j'ai essayé de mettre ensemble une petite présentation aujourd'hui pour vous parler des expertises qu'on a dans la limnologie, mais aussi de mettre un peu d'astuces peut-être ou de petits points qui seront intéressants pour les chasseurs et les pêcheurs, surtout les pêcheurs, dans ce contexte. Donc, avec ça, je vais commencer. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais entendu le mot limnologie avant aujourd'hui? C'est ça. J'attends au moins la moitié de la salle. C'est exactement ça. Donc, c'est quoi la limnologie? Les gens se posent la question. J'ai une mission dans la vie, c'est que plus de monde apprenne c'est quoi le mot limnologie. Et en fait, une façon facile de définir ça, c'est que c'est l'océanographie des eaux douces. Tout le monde connaît l'océanographie à cause de Jacques Cousteau et d'autres personnes, mais on connaît moins nos eaux douces, mais ils sont très importants, comme vous le savez, comme pêcheurs et chasseurs. Donc, si on va pour une définition, la limnologie, c'est vraiment l'étude scientifique des plans d'eau intérieurs, c'est-à-dire intérieurs des continents. Ça inclut les lacs, les étangs, les rivières, les milieux humides et les réservoirs. Et surtout, on s'axe beaucoup sur les organismes qui habitent dans ces milieux-là. Donc, avec tous ces milieux-là, les lacs, les étangs, les rivières, etc., on travaille sur ce qui est hébergé dans ces milieux-là, et ça inclut souvent des poissons, pas tout le temps, il n'y a pas toujours des poissons, mais souvent, et les oiseaux aquatiques aussi. Donc, pourquoi c'est important? Parce que les conditions des eaux douces, ça détermine beaucoup la biodiversité dans ces milieux-là et les espèces qu'on va retrouver dans certains milieux, parce que toute la vie dépend des conditions du milieu. L'avantage pour vous et pour je dirais plus généralement pour la société de comprendre la santé des milieux d'eau douce, c'est que ça permet de comprendre où les espèces se retrouvent. Et c'est sûr, comme chasseurs et pêcheurs, ça peut être intéressant pour vous aussi. Donc, la limnologie, ça ressemble à tous ces domaines-là, en fait. La biologie, la physique, la chimie, l'hydrologie aussi, la géologie sont un peu des sous-domaines. Et les sciences sociales s'impliquent, on s'applique de plus en plus les besoins des humains, de la société dans nos études. Parce qu'on voit, comme ça a été dit par Stéphanie, c'est qu'on voit de plus en plus que OK. On voit de plus en plus que les humains affectent les eaux douces, mais les eaux douces affectent aussi les humains. OK. Donc, je vais commencer avec, en fait, j'ai oublié de dire que, en fait, c'est vraiment les trois en haut, les trois sujets en haut qui sont je dirais, les plus proches de la limnologie. Donc, je vais passer à travers ces trois sujets un peu aujourd'hui. Donc, la physique, c'est là où on se concerne beaucoup avec la lumière, la chaleur, le mouvement de l'eau. Et je vais parler de ça en premier. Oups, je suis en train de faire quelque chose. OK, bon. En limnologie, la tradition, c'est de travailler sur les lacs. Mais on inclut aussi maintenant de plus en plus les milieux humides, les étangs, les rivières et ruisseaux aussi. Mais je vais beaucoup parler des lacs parce que c'est vraiment le domaine dans lequel la limnologie a grandi. Donc, si vous ne le savez pas, nos lacs ici dans la région, c'est des lacs tempérés. On est dans la région nord tempérée. Donc, pendant l'été, ils se stratifient de façon thermique. Donc, à cause du chaleur qui vient du soleil
et le réchauffement pendant l'été, on a une stratification thermique qui s'installe. Mais avant ça, je vais juste parler du fait qu'on parle en limnologie des zones aussi, la zone littorale, qui est vraiment la zone, en fait, ce n'est pas vraiment dans la végétation, mais ça inclut la végétation sur les berges des lacs et dans l'eau. Il y a la zone pélagique qui est vraiment la zone ouverte d'eau. Il y a la zone profonde, on commence à parler de la zone où il y a peu de lumière, et la zone benthique où on parle des sédiments et les animaux qui vivent là-dedans. Mais pour revenir à l'idée du réchauffement et la stratification thermique, on a les trois couches qui s'installent. L'épilimnion, c'est là où l'eau est bien mélangée parce qu'il y a encore exposition au vent tout l'été. Et c'est l'eau qui est le plus chaude parce que c'est à la surface, plus proche du soleil, et les rayons solaires pénètrent. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le métalimnion. C'est la région qui sépare, en fait, l'épilimnion du hypolimnion, qui est la partie en bas. La partie en bas, c'est le plus froid du lac. Ça reste autour de 8 degrés pendant tout l'été. Tandis que l'épilimnion, ça peut aller jusqu'à autour de 25, 27 degrés et de plus en plus chaude avec les changements climatiques, bien sûr. Le métalimnion, c'est la section qui sépare les deux. Et c'est là où il y a une grosse diminution de température très rapide. Et nous, on fait des petits graphiques avec nos données de température selon la profondeur et on voit qu'il y a une grosse chute de température à ce niveau-là. Donc, la zone épilimnion, on peut le sentir si on nage dans l'eau. On peut sentir qu'à la surface, l'eau est pas mal à la même température, mais si on descend les pieds ou si on plonge, on peut sentir de l'eau plus froide. Et là, on commence à rentrer dans le métalimnion ou dans l'hypolimnion. Il y a aussi quelque chose de critique pour la vie, c'est la pénétration de la lumière, parce que c'est la lumière qui est utilisée par les plantes aquatiques pour faire la photosynthèse, pour faire la productivité. Donc, la zone photique, c'est très important pour les limnologistes. On travaille beaucoup à chercher c'est quoi la zone de pénétration de lumière. Et on va le faire avec cet instrument-là souvent. On a aussi des instruments un peu plus sophistiqués, mais ça s'appelle un disque de Secchi. C'est un petit disque en plastique noir et blanc qu'on utilise. On descend dans l'eau avec une chaîne avec des indications de profondeur et on va voir jusqu'où est-ce que ça descend et est-ce qu'on est capable de voir avec l'œil nu. Et avec cette profondeur-là, on est capable de comparer des plans d'eau en termes de pénétration de lumière. Et je vais revenir un peu sur ce sujet-là plus tard dans la présentation. Mais la zone photique, c'est vraiment là où on a la lumière. La zone aphotique, c'est bien sûr là où on n'a pas. Donc, pourquoi ces structures sont importantes? Pourquoi on doit connaître qu'il y a des zones différentes? Mais la zone littorale, c'est vraiment, comme j'ai mentionné, la zone près du rivage. C'est peu profond, mais bien ensoleillé. La lumière pénètre jusqu'au fond. Donc, c'est là où on va trouver les plantes, ce qu'on appelle les macrophytes dans l'eau limnologie. Mais les plantes, on va trouver là beaucoup d'insectes aussi et certains types de poissons. Donc, pour ceux qui chassent le brochet, c'est souvent là que vous allez le trouver parce que c'est des chasseurs qui dépendent un peu de la végétation pour se cacher avant de trouver leur proie. Et les petits poissons vont se retrouver aussi. Ensuite, dans la zone pélagique, ça c'est la colonne d'eau verte. Là, il y a plusieurs espèces de poissons, incluant les prédateurs. Et là, j'ai mis quelques espèces qu'on va souvent retrouver dans ces régions-là. La perche chaude, le cisco, c'est une espèce qui se retrouve surtout proche du métalimnion où la température change pour chercher la nourriture, qui a beaucoup de plancton. Ensuite, la zone profondale, c'est des eaux plus sombres et parfois plus pauvres en oxygène, mais parfois aussi une zone importante pour les espèces qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, comme le touladi ou les truites. Eux, ils vont se tenir là-bas, mais aussi des espèces à pauvre oxygène parce qu'avec le passage du temps pendant l'été, parfois ces régions deviennent pauvres en oxygène parce qu'ils sont plus mélangés avec l'air à la surface. Et le métalimnion que j'ai parlé, la partie centrale, ça agit un peu comme une barrière physique entre le mélange de l'eau de surface avec l'eau plus profonde. Donc, c'est pour ça que ça peut devenir un endroit plus pauvre en oxygène, surtout sur un lac bien alimenté avec des nutriments. Je vais parler aussi de ça plus tard.
Ça peut aussi, les zones profondes peuvent être un refuge pour certaines espèces aussi quand ils veulent se cacher des prédateurs. Les zones benthiques, là, on parle vraiment des sédiments au fond du lac. Et c'est là où on va trouver surtout les écrevisses, par exemple, ou les invertébrés benthiques. Juste pour dire que parfois, un étang, on n'a pas toutes les zones là parce que toute la zone d'un étang, ça va être une zone littorale pratiquement. OK. Maintenant, cette stratification du lac-là, comme je dis, c'est quelque chose qui arrive dans notre région parce qu'on a des saisons assez différentes. Donc, qu'est-ce qui arrive à travers l'année? Pendant le printemps, où on est présentement, bien, si la glace est sortie des lacs, il y a encore quelques lacs qui ont de la glace, je pense, mais aussitôt que la glace parte, là, on a un mélange de toute la colonne d'eau. Donc, ici, on voit à l'écran qu'il y a vraiment les vents du printemps, ça va faire mélanger toute la colonne d'eau d'un lac. Et parfois, on va avoir des particules de sédiments dans notre lac à cause de ça. Donc, c'est aussi la période de frai de beaucoup de poissons, donc c'est important de prendre ça en compte. Et le brassage, c'est une période importante pour la réoxygénation du lac, de l'eau. Comme j'ai mentionné, c'est très important pour plusieurs espèces comme les truites. Et aussi, pour ceux qui s'intéressent plus à la chasse, c'est bien sûr la période de migration. Donc, si on pense à d'autres eaux douces comme dans les milieux humides, là, on voit beaucoup de migration des oiseaux aussi dans ces régions. Pendant l'été, j'ai mentionné qu'on a cette stratification qui s'installe. Donc, comme j'ai mentionné, la partie en haut, l'épilémion, c'est vraiment bien mélangé à cause des vents. Ça continue à être mélangé, mais ce mélange-là s'arrête normalement au métallomion. Donc, il n'y a pas un mélange entre l'eau de surface et les eaux en bas. Donc, pendant l'été, on a une thermocline avec la partie en haut qui est bien oxygénée à cause du mélange avec le vent. Et c'est là où on va voir beaucoup d'activités des poissons dans cette région, surtout à l'aube et crépuscule. On a le métallomion, comme j'ai mentionné, la chute rapide de température, et il y a certaines espèces qui vont décider de se tenir dans cette région-là, un peu plus frais, mais encore accès à la nourriture. Et l'hypolémion, qui est vraiment froid tout l'été. Et à cause de l'eau froide, normalement, l'eau froide, ça tient plus d'oxygène, mais avec le temps pendant l'été, s'il y a beaucoup de productivité, on peut commencer à manquer de l'oxygène dans cette région parce que c'est plus mélangé avec l'air. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. S'il commence à faire trop chaud dans le Pélignon, les poissons ont l'option de descendre plus bas dans la colonne d'eau pour chercher de l'eau plus fraîche. Donc, ça, c'est intéressant aussi. À l'automne, on revient avec une période de brassage parce que graduellement, l'eau de surface, ça va se refroidir. Donc, ça va atteindre à un moment 8 degrés, même température que dans l'hypolémion en bas. Donc, tout le lac, ça va être propice à être mélangé encore une fois. On n'a plus une distinction physique une séparation physique entre les couches. Et là, ça va se brasser encore une fois. Et ça, c'est une période très importante d'alimentation pour plusieurs espèces parce que tout le monde est un peu mélangé. C'est possible de trouver plus de proies. Et c'est aussi une période de migration dans les milieux humides, bien sûr, pour les oiseaux. À l'hiver, c'est très intéressant parce qu'on a souvent ce qu'on appelle une stratification inverse. Et c'est à cause du fait, en fait, c'est très intéressant, je trouve, en termes de physique, c'est que la glace, excuse, je vais revenir. L'eau est plus dense, la plus dense que ça peut être à 4 degrés. Okay? Donc, ce n'est pas zéro. On a tendance à penser que plus que de baisse la température, plus dense que ça va l'être. Mais non, ça arrête à 4 degrés. Qui veut dire que l'eau qui est à zéro ou proche de zéro, comme la glace, ça va flotter. Et si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas la vie sur notre planète parce que si l'eau était plus dense à 0 degré, ça veut dire qu'on aurait la glace du fond jusqu'à la surface. Et il n'y aurait pas de refuge pour les organismes aquatiques pendant l'hiver dans ce cas-là. Et on est sorti de l'eau. Donc, voilà. Donc, pendant l'hiver, on a la glace à la surface parce que ça flotte. Et ensuite, on a souvent de l'eau un peu plus proche de zéro, juste en dessous. Donc, une petite stratification. Et en dessous de ça, on a l'eau qui est toute à 4 degrés. Donc, ça, c'est une stratification inversée.
Souvent, il y a un manque d'oxygène à cause de la surface de glace. Donc, on a enlevé cette interaction atmosphère avec l'eau. Donc, avec le temps, en dessous de la glace, on va perdre de l'oxygène jusqu'à cause de l'utilisation, le métabolisme des organismes. Et donc, les poissons vont devenir de plus en plus léthargiques, c'est-à-dire vont faire comme une estivation pendant l'hiver. L'eau froide, c'est sûr que ça contribue à ça aussi parce qu'ils sont juste moins actifs à cause du fait qu'il fait froid. Et il y a certains poissons qui vont aller chercher de l'eau chaude dans les cours d'eau proche des lacs. Donc, si on cherche des poissons à ce moment-là, ça peut être une piste. Et c'est sûr que la glace, ça peut amener une accumulation de pêcheurs sur la glace aussi. Donc, ce qu'on voit à l'écran. Donc, voilà. Donc, on a ce brassage de lacs 2 fois par année. C'est un aspect physique des lacs de notre région qui est très, très important. Et c'est ça. Donc, l'autre chose pour ceux qui sont plus des chasseurs, les oiseaux peuvent être attirés vers les lacs pendant les périodes de mélange aussi parce que ça peut amener des petits poissons plus vers la surface que d'habitude. Donc, ça peut être une bonne période pour les chercher proche des lacs aussi. Maintenant, je vais passer à la chimie. Donc, c'est un autre sous-domaine. Une chose qui est très importante pour comprendre pour les lacs surtout, mais presque tous les cours d'eau, c'est qu'ils reçoivent tout ce qui est dans le bassin versant d'un lac. Donc, un bassin versant, c'est défini par la ligne rouge dans le dessin, la ligne pointillée, qui démarque vraiment selon la topographie de la région où est-ce que l'eau va couler. Donc, toute l'eau qui coule vers le lac dans la figure, ça vient de la région qui est définie de façon topographique. Donc, avec cette eau-là, il y a beaucoup de choses qui sont amenées, des choses importantes pour le fonctionnement des lacs. Il y a des nutriments, bien sûr. Parmi les plus importants, il y a l'azote, qui est défini par N, et le phosphore, défini par P. On a aussi le carbone organique dissous, je vais en parler plus en profondeur tantôt. Il y a des pesticides, donc s'il y a des pesticides mis sur les champs dans le bassin versant d'un lac ou d'un cours d'eau, ça va éventuellement arriver dans ce lac-là si ce n'est pas utilisé ou dégradé par les sols. Il y a aussi les espèces exotiques, ça c'est pas la chimie, c'est la biologie, donc c'est pour ça que j'ai mis en parenthèse, mais eux aussi, ils viennent de tout ce qui se passe dans le bassin versant d'un lac. En termes de facteurs importants pour ces apports-là, c'est par le ruissellement, donc le climat, ça l'affecte beaucoup, donc les précipitations, les températures. Il y a les feux de forêt, ces feux de forêt-là, ça peut amener beaucoup de nutriments vers les lacs. Comme les infestations d'insectes aussi qui tuent beaucoup d'arbres. Les types de sols, donc c'est pour ça que la géologie peut être importante parce qu'il y a certains sols qui vont relarguer un peu plus de nutriments que d'autres. Il y a des engrais qu'on peut mettre sur des champs agricoles, par exemple, ou sur nos pelouses. Il y a aussi la pente qui influence le ruissellement, bien sûr. Et il y a bien sûr les eaux souterraines il ne faut pas oublier. Donc, il y a toute l'activité eau souterraine qui est beaucoup mal compris comparé à ce qui se passe à la surface. Mais de plus en plus, ça fait partie des études en limnologie. Donc, j'ai parlé du ruissellement. Ça transporte les engrais, les sédiments venant des champs agricoles surtout, mais aussi des routes et des pelouses. Les routes sont très importantes parce qu'on met beaucoup de sel dans notre région sur les routes et ça, beaucoup de ce sel-là se rendent éventuellement dans les lacs. C'est très difficile présentement parce qu'il y a des lacs qui sont en train de saliniser à cause de cette activité-là et c'est très difficile d'enlever le sel d'un lac parce que les lacs, il y a un temps que l'eau coule dans un lac, mais souvent, ça peut être plusieurs années. Donc, avec chaque hiver, on ajoute un peu de sel et ça s'accumule. Donc, ça commence à être vraiment un problème dans plusieurs lacs de la région. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités présentement pour aller chercher d'autres façons de nous aider à tourner pendant l'hiver sur les routes. Tout ça, ça dégrade la qualité de l'eau et ça peut obstruer les frayeurs aussi s'il y a beaucoup de sédimentation ou de sédiments qui viennent du bassin versant. Les nutriments, c'est utilisé dans les champs
et les pelouses pour faire la croissance des plantes, mais ça aide autant les plantes aquatiques que les plantes terrestres. Donc, tout ce qui est supplément dans les champs, ça va se recycler vers les lacs éventuellement et ça cause beaucoup de problèmes. Je vais parler plus en détail de ça, mais ça peut amener à des proliférations des cyanobactéries, des algues nuisibles. L'oxygène dissous pour les poissons, c'est probablement le facteur le plus important dans nos lacs. S'il y a une concentration en moins de 5 mg par litre, c'est souvent pas propice à la vie de poissons. Donc, la chaleur, c'est quelque chose qui nuit à la quantité d'oxygène dans l'eau, juste à cause de la relation physique, du fait que tu peux avoir moins d'oxygène dissous dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Donc, c'est pour ça qu'on met tellement d'accent sur la température de l'eau. C'est très important pour les poissons de garder, mais surtout les poissons prédateurs, de garder de l'eau froide quelque part dans les lacs. Les pH, c'est quelque chose que nous, on va les mesurer avec nos instruments et la dureté de l'eau aussi, mais on sait qu'un pH assez neutre est le plus important pour les poissons. Et parce que ils peuvent être stressés si c'est trop bas ou trop haut. OK. Donc, la chimie de l'eau, c'est beaucoup reflété dans la couleur. Ici, je montre deux types d'eau venant de deux lacs très, très différents. Quel lac est le plus en santé, pensez-vous? Le brun? Ceux qui votent pour le brun? OK. Ceux qui votent pour le lac en vert? OK. On va voir. Donc, le fait qu'on a vu l'eau brune, ça vient de ce qu'on appelle le carbone organique dissous. C'est juste un mot fancy qu'on utilise en sciences pour parler vraiment de ce qui sort quand on met un sachet de thé dans de l'eau bouillante. Ça, c'est du carbone organique dissous qui sort, qu'on boit par la suite. Donc, c'est juste du carbone qui vient des feuilles, qui est dissous dans l'eau. Et c'est des molécules assez complexes, mais ce n'est pas grave, c'est tout basé sur le carbone, donc sur la vie. Et donc, toutes nos feuilles qui tombent à l'automne, ça crée un type de substrat qui, mélangé avec l'eau, ça va créer de l'eau brune. C'est tout simplement ça. Donc, j'aime faire un petit dessin comme ça qui ressemble à notre lac qui est vraiment dans une tasse de thé. Donc, ça ne veut pas dire que le lac n'est pas en santé. En fait, c'est très en santé parce que ça veut dire qu'il y a une forêt intacte autour de ce lac-là. Et c'est pour ça que l'eau est brune. C'est un processus tout à fait naturel. Et en fait, les bactéries dans les lacs, dans ce cas, ce n'est pas des bactéries nocives, c'est des bactéries normales. On a besoin des bactéries dans les écosystèmes pour faire la décomposition de toute la matière qui meurt. Donc, les bactéries utilisent beaucoup de ce COD-là. Donc, c'est très important à la base du réseau alimentaire d'un écosystème aquatique d'avoir du carbone dans le système. Et je mets le petit disque de Secchi, c'est le disque que j'ai montré tantôt, qu'on utilise pour mesurer la pénétration de lumière dans un lac. Et donc, on peut mesurer à quel niveau on a un lac plus ou moins affecté par le COD avec un disque de Secchi. Mais comme j'ai dit, ça ne veut pas dire du tout que c'est un lac pas en santé, c'est un lac très en santé pour notre région, parce qu'on s'attend à avoir des forêts autour des lacs, donc on s'attend à avoir des tasses de thé pour nos lacs. Donc, ici, je montre jusqu'à quel niveau on peut avoir de l'eau foncée et de l'eau plus claire. Et on va avec la carte, en fait, que notre région, c'est normal d'avoir beaucoup de COD dans les lacs. Ce qui est important par rapport aux poissons, c'est que beaucoup de poissons sont des prédateurs visuels. Donc, le COD, une chose que ça peut faire, ça peut empêcher leur succès de chasse. Parce que dans les lacs très foncés, ils vont avoir la misère à trouver des proies, juste parce qu'il y a moins de lumière qui pénètre. Donc, ça peut affecter les espèces de poissons qu'on voit. Je ne suis pas un expert de poissons, donc je ne peux pas dire exactement quelles espèces on va voir dans un lac très foncé ou moins foncé, mais c'est sûr que ça peut affecter leur taux de succès. Maintenant, l'autre lac, ça venait d'un lac qui ressemble à ça, qui en fait est un lac qui est dominé par les cyanobactéries. Et c'est en fait le lac qui est moins en santé dans ce cas ici.
Donc, c'est un lac qui est beaucoup affecté par les nutriments et ça fait un soupe au pois sur la surface ou dans l'eau. Et j'ai mis une photo venant d'un microscope. Donc, microscopiquement, ça ressemble à ça pour au moins une espèce. Il y a plusieurs espèces qui peuvent causer ça. C'est toutes des cyanobactéries. Et voilà. Et une chose que je veux juste, deux messages à transmettre. Les cyanobactéries ne sont pas des espèces exotiques. Et l'autre chose, c'est que c'est normal d'avoir certaines cyanobactéries dans nos lacs, mais ce n'est pas ces espèces-là. Ce n'est pas des chênes, c'est des espèces plus petites, mais ce n'est pas une espèce exotique parce que les gens ont tendance à mélanger le problème des cyanobactéries avec le problème des espèces exotiques. Il y a certaines espèces, bien sûr, qui sont exotiques, mais la plupart, quand on voit ces lacs comme ça, ce n'est pas à cause des espèces exotiques. Donc, j'ai volé ça du creux des Laurentides parce que je trouve que c'est très utile pour parler de ce problématique-là qui est l'eutrophisation. C'est le mot fancy en sciences qu'on utilise pour ce processus de croissance extrême dans un lac. Donc, si on passe par la figure numéro 1, on a l'accumulation du phosphore dans le lac. Donc, j'ai parlé du ruissellement qui vient du bassin versant. Donc, toute l'activité qui met de l'engrais dans le bassin versant, ça va aider à favoriser l'eutrophisation, ce qu'on ne veut pas. Donc, on a une accumulation de phosphore dans le lac. Ça fait une augmentation des algues, donc les cyanobactéries que j'ai mentionnées. Ça fait le soupe au pois dans notre lac. Et c'est ça. Donc, je ne suis pas capable de lire là. Troisième, c'est diminution de transparence de notre lac. Et ensuite, en point numéro 4, on a une augmentation de la quantité de matière organique. Donc, toute cette masse de cyanobactéries qui est créée, mais à un moment, ça meurt et ça va se décomposer. Le processus de décomposition, ça utilise l'oxygène. C'est juste les relations chimiques font que quand tu décomposes quelque chose, tu utilises l'oxygène pour le faire. Donc, ça diminue l'oxygène dans la colonne d'eau, qui est bien sûr très néfaste pour la vie, autre que les bactéries qui n'ont pas besoin toujours d'oxygène. Et ça change donc la biodiversité. Donc, c'est pour ça qu'on veut éviter ce cas de lac très eutrophe, plein de cyanobactéries qui ressemblent à une soupe au pois. Comment résoudre ça? Mais bien sûr, c'est de garder le plus possible les nutriments dans la zone terrestre, dans un bassin versant, et éviter que ça ruisselle dans le lac et des cours d'eau. Donc, des bandes riveraines naturelles, c'est pour ça qu'il y a tellement de réglementation là-dessus. C'est pour que les plantes autour du lac prennent les nutriments supplémentaires au lieu que ça se rentre dans les lacs, avant que ça rentre là-dedans. Donc, il faut vraiment aussi limiter les sources de nutriments, le phosphore et l'azote surtout, sur le territoire. Donc, s'il n'y a pas un système d'égout, d'avoir des fosses septiques en bonne santé, éviter de mettre trop d'engrais dans le milieu ou de mettre au bon moment où il y a vraiment une bonne croissance de plantes et pas les mettre n'importe quand ou juste avoir des grosses pluies, ça c'est la pire chose. Et éviter aussi des surfaces perméables dans les villes ou la villégiature. Tout ce qui est surface perméable, ça accélère le ruissellement de l'eau vers les cours d'eau et avec tout ce qui amène avec lui, donc les pesticides, les engrais, les sels. Donc, le plus qu'on a des surfaces perméables, plus que ça va être utile. Donc, on va éviter, excuse-moi, j'ai dit perméable, je voulais dire imperméable. On veut éviter les surfaces imperméables comme l'asphalte. OK, donc, avec un lac qui est eutrophe, c'est quoi nos options? Ce n'est pas toujours facile à résoudre ces problèmes-là, mais une option, c'est au lieu d'avoir des floraisons d'algues, c'est d'avoir beaucoup de végétation dans notre lac. Donc, c'est soit un ou l'autre. Donc, les cyanobactéries vont bloquer la lumière pour les plantes. Donc, souvent, quand ils sont dominantes, on ne va pas avoir de plantes. Mais les plantes sont plus importantes dans un lac, même un lac avec beaucoup de nutriments. On est mieux de favoriser les plantes parce que ça va favoriser aussi la biodiversité. Donc, c'est utilisé comme habitat par beaucoup de poissons. Donc, c'est important d'essayer de virer le lac vers ce type de végétation au lieu des cyanobactéries. Mais ça amène, il y a beaucoup de problèmes maintenant avec les espèces envahissantes, incluant une plante comme le Myrophila. Et la prochaine conférencière va vous en parler
plus de ça. Donc, il faut faire attention de quelles espèces aquatiques qu'on favorise. Donc, je ne vais pas parler plus de ça. Maintenant, je vais passer à la biologie, ce qui est vraiment ma spécialité. Je travaille plus avec la biologie dans les lacs et quelques ruisseaux. Donc, ça, c'est un peu un survol de ce qu'on appelle les réseaux trophiques. Je pense que c'est aussi connu comme des réseaux alimentaires. Donc, qui mange qui dans un écosystème? Donc, si on commence en bas, on a les algues et les plantes. C'est eux qui font la production primaire, on appelle. Donc, c'est eux qui prennent l'énergie du soleil pour produire de la biomasse, qui est les plantes ou les, ou les algues, ce qu'on appelle les phytoplanctons pour les petits qui flottent dans l'eau. Ensuite, eux, ils sont mangés par les invertébrés. Surtout dans la colonne d'eau, c'est le zooplancton, c'est des petits animaux planctons, normalement difficiles à voir dans les eaux douces. C'est la même chose en milieu marin, c'est les crevettes, par exemple. Donc, il y a des petites crevettes dans les eaux douces aussi. On ne les appelle pas les crevettes, ça s'appelle d'autres choses, mais c'est le même type d'organisme. Il y a aussi ce qu'on appelle les macroinvertébrés, donc ça, c'est les larves d'insectes qui se retrouvent dans l'eau avant qu'ils deviennent des insectes. Il y a des petits poissons qui mangent tous ces petits animaux-là. J'ai mis quelques exemples d'espèces de poissons qui mangent les petits animaux. Et ensuite, il y a des grands poissons qui mangent des petits poissons et aussi des oiseaux aquatiques qui spécialisent dans les milieux aquatiques. Et je voulais juste mentionner, parce que de plus en plus, je fais des entrevues là-dessus, il y a aussi une méduse d'eau douce qui se retrouve dans plusieurs lacs au Québec. Et en fait, souvent, on ne sait même pas qu'ils sont là, parce qu'ils ont deux phases. Une phase qui est beaucoup plus difficile à détecter, qui est une phase de polype, ça s'appelle. Quand ils sont tout petits, ils sont accrochés sur des roches, des plantes, mais ils sont microscopiques. Mais de temps en temps, ils vont écloser et devenir des méduses, comme dans l'océan, mais ils sont à peu près la taille d'un $2, entre 25 sous et $2. Et ça va créer des blooms super fascinants, super beaux. On pense qu'ils ne sont pas super toxiques. Moi, dans mes études, je n'ai pas vu trop d'effets sur les zooplanctons parce qu'ils sont juste présents normalement pendant 7 à 10 jours comme méduses, et ensuite ils disparaissent. Ils font la reproduction sexuelle, ils disparaissent et redeviennent des polypes un peu invisibles dans les lacs. Et il semble que le facteur déclencheur qui deviennent des méduses, c'est d'avoir des températures de l'eau autour de 25, au-dessus de 25 degrés. Et une des raisons pour lesquelles on les voit de plus en plus, c'est parce qu'on atteint de plus en plus des températures qui surpassent 25 présentement. Donc, si vous le voyez dans le lac, c'est pas... Parce que j'ai déjà... Une femme m'a déjà appelé pour dire « Oh mon Dieu, j'étais sur le point de divorce avec mon mari parce qu'il ne me croyait pas que j'ai vu des méduses dans notre lac. » Il pensait que j'étais complètement folle et je suis le point de le divorcer. Est-ce que tu peux lui parler? C'était vraiment... Donc, oui, si vous le voyez, ce n'est pas un rêve, ils sont vraiment là. Et si vous les voyez dans un lac, allez sur le site du ministère de l'Environnement pour les aviser que vous l'avez vu, parce qu'il y a un répertoire pour ça. Parce qu'en fait, c'est une espèce exotique, mais c'est une espèce exotique qui est là depuis presque 100 ans. Donc, c'est sur le bord d'être une espèce indigène maintenant, mais ils prennent quand même en compte toutes les observations de cette espèce-là. Et c'est très intéressant parce qu'on a déjà essayé de modéliser la répartition attendue et peut-être prévue aussi pour cette espèce-là au Québec. Donc, c'est des données qui sont intéressantes pour les chercheurs aussi. Et ça n'avance pas. Est-ce que quelqu'un peut l'avancer pour moi? OK, voilà. Donc, comme chercheur, on a plus tendance à faire des dessins comme ça. Pas toujours avec des bons dessins, mais au moins avec des mots qui connectent les espèces ensemble. Donc, ça ouvre un peu les boîtes que j'ai montrées pour montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on parle à droite sur l'écran, vous voyez comment on les appelle comme scientifiques dans notre lingo quand on parle des réseaux trophiques. On parle des producteurs primaires comme étant
le premier niveau. Les herbivores, c'est les espèces qui les mangent, c'est comme les vaches, le carnivore niveau 1 et carnivore niveau 2. Maintenant, je vais passer à d'autres écosystèmes d'eau douce parce que ce n'est pas juste les lacs avec lesquels on est concerné en limnologie. Donc, il y a plusieurs d'autres plans d'eau. Donc, les milieux humides, c'est bien sûr très important, aussi pour la chasse et pêche, bien sûr, mais c'est très important comme un écosystème, je dirais, au Québec, généralement. Il y a beaucoup de poissons, d'espèces de poissons qui reproduisent dans ces milieux humides-là et qui passent leur stade juvénile proche des plantes, soit si c'est dans un lac ou dans les milieux humides. Donc, c'est très important. C'est aussi un lieu de rassemblement de faune. J'ai parlé du fait que pendant les périodes de migration, c'est souvent très visité par les oiseaux, comme vous savez sûrement comme pêcheurs. Vous savez mieux que moi. Mais en termes d'écosystèmes, ils sont aussi très importants parce qu'ils font la filtration de l'eau. Donc, quand l'eau qui ruisselle du milieu passe par un milieu humide, souvent, beaucoup de ces nutriments ou même les pesticides sont pris par les plantes de ces milieux-là. Donc, c'est très, très important. Ça fait comme une filtration de l'eau avant que ça arrive dans beaucoup de lacs. Donc, si jamais vous avez un terrain sur un lac ou vous avez des amis, c'est très critique de garder les milieux humides autour des lacs intacts. C'est très, très important. Ça va aider à garder l'eau propre et éviter les floraisons de cyanobactéries. Et malheureusement, on a beaucoup de pertes de ces milieux-là. Dans le sud du Québec, j'ai un collègue qui travaille là-dessus qui m'a dit qu'il y a autour de 50% des milieux humides qui ont déjà disparu. Donc, on est vraiment dans une situation précaire. Et donc, ça dégrade aussi la chasse et pêche qui dépendent. Et c'est pour ça qu'on a besoin des gens comme vous et comme Humanité Canada qui font beaucoup de protection pour les milieux humides. Pour les rivières et ruisseaux, je vais passer un peu là-dessus maintenant. Encore une fois, il y a l'importance du bassin versant parce que l'eau qui coule, qui ruisselle, ça va aussi vers les ruisseaux et les lacs. Ce qui est très important pour la vie dans ces milieux-là, c'est plutôt le substrat qu'on voit. Et le substrat, ça dépend beaucoup du courant. Donc, s'il y a une grosse pente, il y a un courant plus rapide. On va avoir plus un substrat qui ressemble à du gravier. Ça peut être très important, par exemple, pour l'activité de frais des truites et aussi pour les insectes qui sont mangés par ces espèces-là. Quand le courant est un peu plus lent, là, on va avoir la tendance à avoir plus de limon. Donc, c'est plus des espèces d'eau chaude, souvent qu'on va voir dans ces régions-là. Et le substrat, ça détermine aussi la proie des poissons qui est présente. Et ça, c'est des relations qui sont assez bien connues en sciences. Et ici, je montre un peu un graphique qui résume les connaissances sur les espèces qui se retrouvent dans différentes parties d'un ruisseau et d'une rivière. Donc, normalement, les ruisseaux commencent assez petits, comme on voit en haut de l'écran, et avec la distance, ils deviennent de plus en plus larges parce qu'ils accumulent de l'eau tout le long. Et là, ça devient des rivières plus larges. Dans les petits cours d'eau en haut, on a tendance à avoir certaines espèces de macro-invertébrés, d'insectes. Et là, on a beaucoup de trichoptères, par exemple, pour ceux qui font la pêche à la mouche. Un peu plus bas, on commence à voir des collecteurs, c'est des espèces qui vont mettre des petits filets avec leurs bras dans la colonne d'eau pour attraper tout le matériel qui vient avec l'eau. On commence à avoir plus de moules aussi parce que plus qu'on descend dans un bassin, dans un rivière, moins qu'on a de l'ombrage parce que l'eau, ça commence à souffrir plus. Donc, les arbres couvrent moins la colonne d'eau. Et donc, on a un peu plus de lumière, donc plus de croissance de ce qu'on appelle le périphyton, c'est la surface verte sur les roches. Ça, c'est vraiment des algues qui croissent sur des surfaces. Donc, c'est très important. C'est utilisé par beaucoup d'espèces d'insectes aussi comme nourriture. Mais ils ont besoin de la lumière parce que c'est comme des plantes. Donc, c'est ça. Donc, en haut d'un bassin versant, là, la bande riveraine est très importante. Ça offre de l'ombrage pour certaines espèces. Ça stabilise les berges aussi. Donc, ça amène à avoir une certaine communauté d'insectes. Donc, ça modère aussi la température.
parce que c'est plus ombragé. Et donc, ça peut affecter les poissons qu'on voit, les insectes qu'on voit, et donc, où est-ce qu'on va faire la pêche à la mouche. Les températures de l'eau, ça suit un peu la lumière. Donc, en haut, c'est plus frais. En bas, c'est beaucoup plus chaud. Donc, ça affecte aussi la distribution des poissons, par exemple les truites qui dépendent des températures plus froides. Ce qui est très important aussi dans les cours d'eau, c'est le débris ligneux. En fait, c'est important dans les lacs aussi, dans les proches des berges. Et les gens ont tendance à enlever ça parce que c'est pas propre. Mais en fait, c'est très important pour ceux qui font la pêche. Vous savez, probablement, ça sert à l'abri pour beaucoup de poissons. Les jeunes poissons et certaines espèces comme les brochets vont se cacher dans ces milieux-là. Donc, c'est très important de garder tout ce débris ligneux-là parce que ça crée de la structure dans la colonne d'eau. Et je voulais mentionner sur l'échelle de paysage, l'activité des castors est aussi très importante parce que ça modifie les habitats qu'on va voir. Donc, ça va rajouter des habitats propices à certaines espèces. Donc, ça peut amener à avoir plus de biodiversité. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que la prochaine présentation, c'est sur les espèces envahissantes. Mais je voulais juste mentionner que, comme écologiste des eaux douces, c'est un enjeu très important qui affecte de plus en plus nos réseaux trophiques. Donc, on travaille de plus en plus sur ces espèces-là. Donc, j'ai juste mis quelques espèces importantes pour la région. Et je vais parler un peu de la conservation et la gestion. Et pourquoi, c'est quoi le lien avec la science? Donc, la science, ça donne des données de base, ça donne des informations qui sont importantes pour, par la suite, faire la conservation, comme, par exemple, l'ensemencement des poissons dans certains milieux, où est-ce qu'on les met, à quelle quantité. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des limites de prise et des dates de saison et restrictions de taille aussi. Ça a été démontré, peut-être certains d'entre vous savez, que là où il y a beaucoup de pêche, on a tendance à, si on prend toujours les plus grands individus, il y a une tendance d'évolution de l'espèce vers des plus petites tailles avec le temps. Donc, il y a des effets démontrés de la pêche sur l'évolution des espèces. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des limites de taille, parce qu'on essaie de limiter cet effet-là. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours les plus gros poissons qu'on va prendre. La restauration de l'habitat, c'est aussi là où nos données et nos connaissances vont beaucoup servir. Donc, en sachant un peu à quoi ça devrait ressembler le milieu et quels facteurs favoriser dans certains milieux pour faire la restauration, c'est aussi important. Pour les milieux humides, pour les ruisseaux et rivières, c'est beaucoup des endroits où on fait beaucoup de restauration présentement. Il y a aussi de plus en plus d'activités, au moins aux États-Unis. Je pense que ça commence à venir ici, c'est aussi d'enlever des barrages, surtout des petits barrages qui étaient mis dans les années 50, 60, 70, dans beaucoup de cours d'eau, un peu pour libérer ces cours d'eau. Et tout ça, c'est souvent financé, comme vous savez, sûrement par les fonds venant des permis des chasses et pêches. Donc, c'est sûr que cet argent-là, ça sert à faire des bonnes choses. Ce qui est aussi, je pense, un point très important, c'est que vous autres, vous êtes sur le terrain. C'est vraiment une merveilleuse opportunité pour la science citoyenne et de communiquer avec les agences comme le ministère de la Faune. Et, par exemple, de signaler des espèces exotiques que vous voyez sur le terrain, c'est très important. Et comme j'ai mentionné, moi, j'ai déjà utilisé ces bases de données pour mes propres recherches pour comprendre mieux la répartition d'une espèce exotique. Donc, c'est vraiment, il y a une action concrète qui arrive avec ces données-là. Donc, ce n'est pas du temps gaspillé à aller sur le site après votre voyage et vous avez vu une espèce. L'autre chose qu'on utilise souvent aussi, c'est les données venant de la pêche. Qui sont souvent récoltés par les ministères. Ça aussi, ça sert à des projets scientifiques très importants pour améliorer. Présentement, on est en train, par exemple, de choisir les milieux les plus propices à sauvegarder avec le deal 30 par 30, avec la conservation de la biodiversité dans la COP 15 qui a eu lieu à Montréal en 2023, je pense. Là, on est en train de viser où est-ce qu'on devrait mettre de côté 30 des territoires.
Donc, sachant quelles espèces sont là, ça va nous aider à conserver la biodiversité de plus en plus. Donc, sur le terrain, j'espère que ça va vous aider un peu plus à penser comme un limnologiste. Donc, la clarté de l'eau, ça parle. Ça vous renseigne sur les nutriments. Donc, si c'est très brun, vous savez maintenant, c'est comme une tasse de thé, ce n'est pas nécessairement une chose négative qu'on veut empêcher. C'est normal pour la région. C'est pas normal pour la région d'avoir des lacs super bleus. Moi, bleu clair, là, je commence à être concernée parce que ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas bien. Mais quand c'est un peu brunâtre, ça, c'est normal. Mais aussi, quand c'est très vert, on sait qu'il y a trop de nutriments qui arrivent vers notre lac. La température et la structure de l'eau, ça nous indique un peu aussi où est-ce que les poissons vont être actifs à quel moment de l'année. Pour le réseau trophique, si vous compreniez mieux et juste, je n'ai pas rentré dans des détails, mais si vous compreniez mieux quelles espèces d'insectes vont être présentes dans quel milieu, puis quelle partie du ruisseau, de la rivière, vous allez aussi avoir une meilleure chance de choisir un bon appât pour la pêche. L'importance de la chimie de l'eau, c'est sûr que ce n'est pas évident pour vous de le mesurer, mais en sachant qu'il y a plus d'oxygène dans l'eau froide, ça vous aide aussi à trouver des bons endroits pour la pêche si vous allez à la pêche à Touladi. Et protéger l'habitat, c'est sûr, surtout avec les espèces exotiques, et c'est sûrement le message de la prochaine conférencière. Il faut nettoyer les bateaux et tout l'équipement avant d'aller d'un lac à l'autre ou d'un plan d'eau à l'autre pour empêcher la répartition des espèces exotiques, parce qu'il y a plusieurs qui ont vraiment des effets très néfastes sur toute la vie dans les lacs. Et c'est sûr que la protection des milieux humides, c'est quelque chose qui devait être prioritaire, surtout dans le sud du Québec, parce qu'on a déjà trop perdu. Donc, avec ça, je vais vous souhaiter une bonne pêche et chasse, surtout pour la saison qui s'en vient. Et je vais vous inviter, comme j'étais anciennement directrice du grill, donc je n'ai pas perdu l'habitude de me promouvoir un peu, mais il y a un bulletin du grill qui a été mis, je pense, une fois par année, qui donne un peu plus d'informations sur les lacs, sur nos travaux. Il y a aussi un balado maintenant, si ça vous intéresse d'écouter des balados sur nos recherches, sur nos projets, sur nos connaissances. C'est possible aussi de poser des questions, d'avoir des réponses. Et voilà, donc je vous invite à consulter notre site aussi. Et merci pour votre attention. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Mme Bessner? Oui, salut. Éric Giguère, la TUC. J'aimerais ça savoir, moi je suis forestier et dans le règlement sur l'aménagement durable des forêts, tout arbre ou partie d'arbre qui tombe dans l'eau, dans un ruisseau, doit être retiré. Sinon, on est en infraction par rapport à ça. Fait que, tu sais, oui, je sais que Ouais. les arbres ou le bois naturel dans les cours d'eau, c'est normal, c'est correct, mais pourquoi ou juste y a-t-il un phénomène chimique, justement, qui pousse la réglementation à dire aux forestiers de retirer ces bio-là ou ces morceaux d'arbres-là des cours d'eau? Sûrement, je ne connais pas les détails, je parle juste comme moi-même. Sûrement, ça doit faire avec la quantité. Donc, avec trop, c'est sûr que là, tu peux avoir des problèmes en fait, de trop de carbone dans le lac et trop de sédiments aussi. Donc, ces sédiments-là, par exemple, quand il y a trop de sédiments dans un lac, ça peut empêcher les frayères des touladis, surtout qui ont besoin des surfaces de roches souvent. Donc, ça peut empêcher. Donc, c'est juste, parfois, ça peut amener juste trop. Donc, c'est plutôt quand les arbres tombent de façon naturelle que c'est important de les laisser. Mais quand il y a juste trop à cause de l'activité humaine, je pense que c'est juste que c'est comme une inondation d'effets. Oui, c'est sûrement ça. Oui, bonjour. Gilles Couture de la Côte-Nord. Moi, j'ai un camp, comme bien du monde ici, situé près, par contre, du 51e parallèle, donc assez au nord quand même. Et je ne pense pas qu'on ait des problèmes d'eutrophisation ou d'oxygène dissous. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'avec le réchauffement, le printemps, la glace quitte beaucoup plus tôt, peut-être 10, 14 jours, et à l'automne, beaucoup plus tard. Oui. Donc, on voit les insectes plus longtemps. Oui. Quel est l'impact de cet aspect-là sur la population de poissons, par exemple? Oui, en fait, c'est une question qu'on est en train de se poser en limnologie parce que, je vais vous raconter l'histoire, c'est que
on aime l'été aussi, nous autres, et on n'a pas toujours tendance à sortir pendant l'hiver et étudier les lacs parce qu'il faut percer la glace, il fait froid, on n'a pas d'assistant d'été parce que tout le monde est dans des cours. Donc, l'hymnologie hivernale, c'était longtemps ignoré. Mais maintenant, avec les changements climatiques, exactement pour les raisons que vous mentionnez, qu'on voit la disparition de la glace, il y a beaucoup de limnologistes qui se sont posés la question, oh my God, qu'est-ce qui se passe si on perd cette glace-là? On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe en dessous de la glace. Et de plus en plus, on trouve qu'en fait, il y a plus d'activité en dessous de la glace qu'on pensait, surtout avec le plancton. Et ça dépend de beaucoup de conditions. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont en train de changer. Je peux parler longtemps là-dessus. Et il y a, par exemple, la couverture de neige. S'il y a de la neige sur la glace, ça empêche toute la lumière. Donc, il n'y a aucune productivité en dessous. Il y a juste des petits zooplanctons qui ont souvent engraissé pendant l'automne, un peu comme une marmotte. Les zooplanctons, il y a certaines espèces qui vont aller chercher et avoir des pots d'acide gras dans leur corps, qu'on peut même voir, c'est jaune, orange. Et ils vont survivre sur ces acides gras pendant tout l'hiver, comme une marmotte fait. Maintenant, s'il n'y a pas de couverture de neige, qui est aussi de plus en plus le cas, là, il y a de la lumière qui peut pénétrer. Donc, le phytoplancton, les petites algues, peuvent encore faire la production. Donc, il y a plus d'activité dans ces cas-là. Donc, par rapport à la question de moins de glace ou moins de périodes de glace, on ne sait pas encore. On a plusieurs hypothèses, surtout pour la fonte au printemps. Qu'est-ce qui arrive si c'est plus tôt? Parce qu'il y a toute une succession d'événements qui arrivent avec la perte de glace que je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que c'est assez complexe, mais normalement, il y a un premier bloom de phytoplancton qui va arriver parce qu'avec le mélange, on a plus de nutriments. Le phytoplancton va prendre le dessus et ils vont faire une éclosion. On va avoir beaucoup de ce qu'on appelle les diatomées pour ceux qui connaissent. Diatomées sont très, très mangeables pour les zooplanctons. Donc, par la suite, on va avoir des zooplanctons qui apparaissent, qui vont manger tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si cette bloom de phytoplancton arrive plus tôt que les zooplanctons sont prêts? Parce que l'eau n'est pas assez chaude ou ils sont trop lentes. Il va manquer le bloom de phytoplancton, qui veut dire qu'il va y avoir moins de zooplancton, qui veut dire qu'il y a moins de bouffe pour les petits poissons. Donc, ça risque à nuire aux populations de poissons. Ma réponse très longue à ta question, à votre question, c'est que ça risque, s'il y a un manque, si les événements n'arrivent pas aussi bien collés qu'avant, qu'on va avoir moins de production finale pour les niveaux trophiques supérieurs. Mais on ne le sait pas encore. C'est beaucoup à l'étude parce que chaque printemps est différent. Ça prend plusieurs années de données pour voir, OK, si j'ai un printemps un peu plus tôt, qu'est-ce qui arrive par rapport à une perte de glace plus tôt, qu'est-ce qui arrive? Par rapport à l'automne, si on a plus de temps avant que la glace s'installe, là, il y a un peu plus de temps pour les zooplanctons de ramasser, de s'engraisser. Donc, ils ont parfois une meilleure survie pendant l'hiver. Donc, il y a toutes sortes de complexités. Donc, ce n'est pas une réponse facile. Mais oui, on est très inquiets. Donc, on va prendre peut-être 2 dernières questions très, très rapidement. On a une ici puis une en ligne. Serge Lawardi, Bois-Saint-Laurent. Pourriez-vous me dire la largeur minimale des bandes riveraines sur le long des ruisseaux et des lacs qui aiderait à réduire le réchauffement des eaux? Oui, c'est une bonne question. Pour le réchauffement, ce qui est le plus important pour les petits ruisseaux, c'est d'avoir un ombrage qui couvre vraiment la surface de l'eau, si c'est vraiment les eaux de tête. Donc, c'est surtout ça qui est important, et que cette berge-là soit stable. Donc, d'avoir juste 1 mètre ou quelques arbres qui couvrent le plan d'eau, ça ne serait pas stable. Donc, c'est sûr que ça prendrait quelques mètres. Je pense que le règlement, c'est autour de 10 mètres présentement. Est-ce que quelqu'un le sait? Oui. 20 mètres. 20 ou 60? OK, parfait. Mais ça, c'est merveilleux. Mais je ne suis pas une experte là-dedans, donc je ne peux pas parler plus. Je présume que le ministère a fait ses travaux pour investiguer ça. Je sais, à la côte ouest, quand j'ai fait mes études en Colombie-Britannique, ça s'est étudié beaucoup parce qu'il y a beaucoup de
de foresterie là-bas. Donc, il y a plusieurs études là-dessus. Donc, il y a des données pour montrer, mais je ne sais pas exactement la taille, mais je présume que le 20 mètres, c'est au moins le minimum. Il y avait une question en ligne? Oui. Comment faire pour voir si notre lac a des cyanobactéries, car s'il est brun, des fois, c'est pas évident. Oui. Souvent, les deux types de lacs ne chevauchent pas tant que ça. Parce que pour qu'un lac devienne dominé par les cyanobactéries, souvent, ça veut dire qu'il y a presque plus d'arbres autour. Donc, tout l'engrais qui vient de la région arrive dans le lac. Donc, il y a souvent beaucoup moins de forestation autour d'un lac qui est affecté par les cyanobactéries. Donc, je dirais que la plupart du temps, ça ne se chevauche pas. Oui. Oui, oui. Oui, OK. Bertrand Saint-Jean, là, Grand Lac-Nominaine, dans les Laurentides. Ma question fait suite à la question du monsieur de la Côte-Nord. Nous autres, c'était un grand lac, tout ça, puis avec le changement climatique, on vit un assèchement des berges. OK? Tout autour du lac, là, pendant l'été, ça descend. On devrait-tu se soucier de ça ou non? Il y a la glace au printemps, mais nous autres, c'est plus à l'été. Arrivé au mois de juillet, on a des plages là, qui peuvent avoir jusqu'à 150, 200 pieds de long, puis on se dit les arbres commencent à pousser. Votre surtout, réflexion? toute perte d'eau, oui, c'est inquiétant. Un effet que ça va avoir, je ne sais pas si vous êtes affecté beaucoup par les sels routières, mais le sel, tout ce qui est dans une eau qui a moins d'eau, ça va devenir concentré. Donc, ça concentre tous les nutriments, ça concentre les pesticides, le sel. Donc, oui, c'est pas une bonne chose selon moi. OK, merci.